Jean-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce qu'est la vision et la stratégie du gouvernement en termes de compétences. Tu sais que notre groupe est très engagé sur ce sujet. Un de nos enjeux, c'est bien évidemment de trouver les compétences dont nos clients ont besoin, dont l'économie a besoin. Et ce que l'on perçoit, c'est qu'année après année, on a de plus en plus de difficultés pour trouver sur le marché les compétences dont l'économie, dont nos clients ont besoin. Nous devenons de plus en plus des acteurs de formation, nous l'avons toujours été, c'est aussi notre ADN, c'est notre métier que d'aider des gens qui n'ont pas les compétences à pouvoir s'insérer sur le marché du travail et entre autres par un enchaînement entre de la formation et des missions. Mais nous sommes à des niveaux d'investissement en formation que nous n'avons jamais eu jusqu'à présent. L'an dernier, nous avons formé près de 50 000 personnes, donc ce qui doit faire de nous des acteurs majeurs, non pas de la formation parce que ce n'est pas notre métier, nous nous qualifions comme des ingénieristes de compétences, aller trouver les talents qui ont le potentiel, moyennant une formation, de pouvoir s'insérer sur le marché du travail, de répondre aux attentes des entreprises. Donc c'est pour ça que nous sommes en support de l'ensemble des politiques publiques sur ce sujet. C'est pour ça que nous sommes en contact régulier pour comprendre ce que vous voulez faire. Merci aussi de votre écoute pour aussi avoir ce retour du terrain de quelles sont les compétences, quelles sont les formations, où est-ce qu'il faut investir demain. Mais merci vis-à-vis de nous tous. Jean-Marie, le challenge que tu as aujourd'hui, c'est d'abord quelle est la vision du gouvernement de ce que sont les enjeux de compétences d'aujourd'hui et de demain. Quelle est la stratégie, la politique du gouvernement? Comment est-ce que le gouvernement va accompagner les demandeurs d'emploi, mais également l'ensemble de l'écosystème économique pour nous informer sur l'ensemble de ce sujet? Et puis une fois que tu nous auras présenté ce sujet, eh bien on passera la parole à la salle pour qu'on puisse ouvrir à des questions qui, je ne doute pas, ne manqueront pas d'exister sur justement voilà, comment est-ce qu'on met en œuvre l'ensemble de cette stratégie. Encore une fois, Jean-Marie, un immense merci et je vais te laisser la scène pour toi tout seul. Merci. Merci, cher Alain. D'abord, c'est une belle occasion, effectivement, de nous retrouver ici. Et quoi de plus logique que de parler compétences dans ce salon Vivatech. Je vais peut-être tout d'abord évoquer un peu le sujet des transformations des compétences et de la situation dans ce domaine. Nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est vrai, à des changements importants dans les compétences. De nombreux rapports sont sortis, à la fois, j'allais dire, des compétences nouvelles qui sont demandées par le marché, de nouveaux métiers même qui apparaissent, même si le sujet est peut-être moins celui de la création de nouveaux métiers de toutes pièces que de la transformation des métiers, des compétences sur des métiers donc existants. Pour citer quelques chiffres, c'est vrai que dans les 5-10 ans qui viennent, 5 à 10% de métiers qui vont disparaître, 5 à 10% de métiers nouveaux, mais surtout pratiquement 50, 60, 70% des métiers qui vont se transformer. Alors qui vont se transformer sous quel impact? D'une part, la transformation numérique qui touche l'ensemble des entreprises, l'ensemble des secteurs d'activité, et j'allais dire tous les niveaux de qualification. Donc c'est un point effectivement essentiel que de voir effectivement ce mouvement d'ensemble. C'est vrai que par le passé, nous avons pu avoir bien évidemment des innovations, l'innovation technologique, mais c'était effectivement tel secteur d'activité qui pouvait être touché, c'était telle partie effectivement de l'activité d'une entreprise. Là, ce sont l'ensemble des activités, des secteurs qui sont touchés, bien évidemment. Le secteur des services, premier chef, mais aussi l'industrie, mais aussi effectivement le bâtiment. Le secteur de la santé aussi est très touché par ces changements technologiques et numériques qui sont très présents dans le domaine effectivement de la santé et dans des perspectives qui n'ont rien à voir avec ce à quoi on pouvait penser encore il y a quelques années. Donc des transformations très importantes et j'allais dire aussi des transformations qui touchent tous les niveaux de qualification. Tous les niveaux effectivement de qualification, bien sûr les postes d'ingénieurs, de conception, mais aussi au plus près effectivement de la production,
les chaînes de production que dans les usines, dans les ateliers, et notamment les bouts de chaîne, où on avait beaucoup de, j'allais dire, de salariés non qualifiés, ou avec des premiers niveaux de qualification, où le sujet du numérique, par exemple, est extrêmement présent aujourd'hui. Donc des transformations vraiment massives des métiers et des besoins des compétences des entreprises. Et j'allais dire aussi avec une situation où l'offre de formation a eu du mal à répondre dans un premier temps. Donc on a cette situation-là, très importante, et qui génère entre autres la situation qu'on constate aujourd'hui sur le marché du travail, avec, j'allais dire, d'un côté, un niveau de chômage encore important, même s'il diminue. Et si on regarde des périodes précédentes, c'est vrai que c'était au bout de 4-5 ans de diminution du chômage qu'on voyait apparaître ces sujets de difficultés de recrutement, de besoins de compétences des entreprises. Aujourd'hui, au bout de 2 ans de retournement de situation et de diminution du chômage, ils sont très présents. Ces questions sont très présentes, alors qu'il y a 2 700 000 demandeurs d'emploi dans ce pays. Donc il y a du décalage, bien évidemment, dans les compétences, même si le sujet des compétences n'est pas le seul élément explicatif de la situation du marché du travail. Donc un décalage extrêmement important et donc des besoins de compétences. C'est à cela qu'il s'agit aujourd'hui effectivement de répondre, et j'allais dire de répondre aussi à tous les niveaux. C'est vrai à l'intérieur de l'entreprise, bien évidemment, où les transformations sont importantes. Juste l'exemple du digital, ça transforme toutes les lignes de management au sein des entreprises aujourd'hui, avec des modes de management qui évoluent fortement en mode projet. Donc on voit bien des organisations un peu plus classiques, plus traditionnelles, sont aujourd'hui fortement remises en cause et chahutées par les nouveaux modes de fonctionnement et les nouveaux modes de management au sein des entreprises, mais aussi effectivement donc l'ensemble des postes de travail. Donc l'entreprise, mais aussi bien évidemment le marché plus largement, à la fois la formation initiale, la formation continue, l'alternance, c'est l'ensemble des éléments qu'il s'agit effectivement de faire évoluer. Et j'allais dire ce qui change aussi par rapport au passé, j'allais dire par le passé effectivement nous avions des changements, et puis j'allais dire durant 10 ans on vivait sur le changement, on formait, on vivait sur le changement. Aujourd'hui les changements sont permanents, les évolutions sont permanentes, et au bout d'1 an ou de 2 ans, on a des nouveaux besoins effectivement de compétences. Donc il faut vraiment s'inscrire dans un process qui se veut continu d'ajustement, d'adaptation par rapport à l'évolution des compétences. Et ça aussi, ce sont des challenges extrêmement importants et qui nécessitent aussi de nous interroger sur la manière effectivement de faire. Alors si je prends effectivement ces questions, donc je crois qu'il y a différents sujets. Tout d'abord, il faut poser des diagnostics sur la gestion, sur les besoins de compétences, sur la gestion des compétences. Et j'allais dire, ces diagnostics, il faut les poser en continu, en permanence, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau des branches, ou que ce soit de manière plus générale sur le marché du travail. Au niveau national, mais aussi au niveau des bassins d'emploi et territorial, parce que les sujets de compétences et de recrutement, ils se posent la plupart du temps sur un marché qui se veut d'abord territorial. 90% des mouvements de main-d'œuvre, c'est au niveau effectivement d'un bassin d'emploi. On peut toujours penser mobilité, à tout le débat d'ailleurs actuel, sur le coût de la mobilité effectivement pour rejoindre effectivement une activité professionnelle. Mais les mouvements de main-d'œuvre restent d'abord locaux, et c'est d'abord au plan local qu'il faut régler un maximum de situations, même s'il faut inciter par ailleurs à la question donc, des mobilités. Donc ce sujet des diagnostics, il est important. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons la possibilité, et c'est le sens aussi du Lab Manpower et de toutes les entreprises, les startups qui sont autour, de regarder comment on saisit mieux en temps réel, si je puis dire, les compétences. Et ça, c'est un élément important. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de poser un diagnostic, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau d'une entreprise, et de revenir 5 ans après pour faire un nouveau diagnostic et de vivre dessus durant 4 ou 5 ans. C'est du permanent. Donc c'est le sujet de la data, de l'intelligence artificielle qui doit irriguer l'ensemble effectivement des partenaires et des acteurs du marché du travail. On va d'ailleurs saluer à ce niveau-là donc l'ensemble des startups, des entreprises qui sont engagées effectivement dans ce mouvement qui est capital. Ça c'est le premier point. Ensuite effectivement, il y a un deuxième sujet qui est celui sur le marché du travail, il y a souvent le besoin effectivement de sourcer des candidatures, d'aller repérer des candidats, que ce soit d'ailleurs pour de la formation ou que ce soit effectivement pour le recrutement. Et j'en discutais avec Alain de Ormillac. C'est vrai que le sujet du sourcing
notamment pour les intermédiaires, pour les agences d'emploi, pour les intermédiaires du marché du travail, est essentielle. Et on ne peut plus se contenter aujourd'hui, il faut inventer d'autres choses. On ne peut plus être uniquement dans de la diffusion d'offres, dans le recueil de candidatures. Il faut être proactif finalement dans la manière effectivement de susciter de l'intérêt et de sourcer des candidatures. D'où l'importance de tout ce qu'on peut faire, là encore, au travers de la data, au travers de l'intelligence artificielle, de repérer des personnes intéressées par un secteur d'activité et d'aller leur proposer un certain nombre de services, un certain nombre donc d'activités ou d'emplois qui sont présents. Mais l'idée de diffuser une offre et d'attendre qu'il y ait un candidat, bon, ça peut régler effectivement des situations, mais on le voit bien, c'est pas au travers de cela qu'on peut aujourd'hui sourcer un maximum de candidatures. En tout cas, il faut diversifier les modes de recrutement et donc le sujet du sourcing est extrêmement important et on le voit bien au niveau des entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés du recrutement. Puis enfin, le dernier point, c'est la question effectivement de l'accompagnement de ces transformations, le développement des compétences en interne et puis effectivement, bien évidemment, la formation des demandeurs d'emploi. Là encore, je crois que les modalités de formation doivent évoluer. Alors bien évidemment, il y a des organismes qui ont bougé à ce niveau-là, notamment, j'allais dire, une offre de formation très digitalisée, mais qui est souvent vue un peu à côté des autres offres de formation. Et un des sujets que nous avons en France beaucoup d'organismes de formation, c'est de les accompagner dans cette transformation. Voilà, et que l'ensemble de l'offre de formation, finalement, s'empare du numérique, du digital, dans les modalités effectivement de formation, dans les modalités, j'allais dire au-delà de la formation, de l'accompagnement de ces personnes, à travers de coaching, pour aller effectivement vers l'emploi durable. Donc ça remet en cause, bien sûr, le métier de formateur, cette nouvelle modalité de métier de formateur, ça remet en cause l'articulation entre le formé, le formateur, l'organisme de formation, voire l'entreprise, puisque une des solutions, ce sera aussi de davantage considérer les formations en situation de travail, et c'est ce qui est permis d'ailleurs par la loi sur l'avenir professionnel, liberté de choisir son avenir professionnel. On a une plus forte reconnaissance à la fois des formations en situation de travail, mais aussi effectivement des formations digitalisées. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent, donc il y a une redéfinition des actions de formation qui permet d'embrasser assez large sur la manière effectivement de former. Et je crois que c'est essentiel. C'est essentiel à la fois par rapport aux attentes de nos concitoyens. La salle de classe ou la salle de cours, ce n'est pas la seule modalité d'apprentissage aujourd'hui, bien évidemment, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les modalités de formation à distance, les propositions qui sont faites dans ce domaine. Mais au-delà de ça, c'est surtout dans la manière dont on peut rendre plus efficiente une formation dans l'accompagnement, dans la durée de ces personnes. Voilà un peu les pistes ou les sujets sur lesquels nous avons à travailler. Ce que je voulais simplement dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement est tout à fait attentif à cette évolution du marché du travail, l'accompagne assez fortement aujourd'hui au travers de différentes initiatives, notamment donc le gouvernement a mis en œuvre un plan d'investissement dans les compétences dont j'ai la charge. C'est un plan très massif de 15 milliards d'euros sur les 4-5 ans qui viennent, donc un plan extrêmement important qui prend en compte finalement tous ces besoins, qui visent à inciter des startups, des entreprises à innover dans ce domaine-là, qui visent à mettre en place de nouvelles modalités de formation et qui visent surtout à mieux répondre à la fois aux besoins des entreprises mais aussi à la situation du marché du travail. Donc ces 15 milliards d'euros, la moitié est contractualisée avec les conseils régionaux. Je sais que tout à l'heure, Androubiac va accueillir la présidente de la région Île-de-France, avec qui nous avons conclu un pacte régional pour les 4 ans qui viennent à hauteur de 750 ou près d'un milliard d'euros. Donc il y a des moyens effectivement importants et la région Île-de-France est une des régions bien évidemment leader dans ce domaine-là pour inciter effectivement à la création, au développement de nouvelles technologies dans ce domaine-là. Mais il y en a d'autres, il y a l'Occitanie, il y a d'autres régions, donc c'est un point effectivement donc, essentiel. Et puis nous avons aussi un certain nombre, donc l'autre volet, ce sont nos actions nationales, dispositifs nationaux de réponse à ces besoins. Nous avons
Nous procédons pour cela par appel à projet et non pas par appel d'offres. Nous laissons beaucoup d'initiatives aux porteurs de projets, aux startups, parce que la réponse, elle se trouve là, finalement, et ce n'est pas à nous de dicter, j'allais dire, la manière de faire, mais plutôt de capter les bonnes initiatives et à ce moment-là d'accompagner leur développement. Donc nous avons plusieurs appels à projets en cours. Vous trouverez tous ces appels à projets sur le site d'ailleurs du ministère, mais nous avons notamment des appels à projets auprès des branches professionnelles qui sont engagées effectivement dans ce domaine-là. Donc c'est intéressant de travailler avec elles sur le repérage des évolutions des compétences. Je pense que ce qui est important, c'est, et on le voit très bien aujourd'hui, des entreprises qui diffusent des besoins de recrutement, des candidats potentiels à des postes de travail qui diffusent leur profil. On voit bien les nouvelles compétences qui apparaissent, qui montent en puissance dans la durée. C'est ça qu'il s'agit de capter et de transformer ensuite en formation. Donc voilà, c'est important de travailler effectivement avec eux. Et puis nous allons avoir prochainement, à l'automne, ou en début d'année prochaine, un appel à projet assez important sur la data et sur l'intelligence artificielle liée à tous ces sujets. Nous avons déjà un certain nombre de collaborations, mais nous allons fortement développer l'investissement donc, dans ce domaine-là. Voilà, donc il y a des opportunités, nous accompagnons les mouvements, nous sommes effectivement très à l'écoute de ce qui se passe, et puis effectivement, donc, il y a les initiatives. J'oublie un dernier point, qui était effectivement des appels à projets qui portent plus sur la formation, aux besoins notamment du digital et du numérique. Si je ne prends que cet exemple, il y en a d'autres sur la transition écologique, où nous travaillons en lien avec la grande école du numérique sur les formations donc, de base, les formations donc, au numérique qui intéressent d'ailleurs tous les niveaux de formation donc, également. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je suis maintenant à votre disposition si vous voulez réagir ou si vous avez des questions. Je suis là pour échanger avec vous.